Merci David. Bonjour à tous et merci à notre panel d'experts d'être avec nous aujourd'hui. On va vous parler de cette prochaine ouverture qui s'annonce à partir du 30 avril. Prochaine ouverture pour le dépôt de votre candidature pour de nouvelles extensions. Avant de vous présenter l'ensemble de nos intervenants, qui vont tout vous dire sur justement candidater, pourquoi candidater, vraiment avoir l'essentiel en tête pour cette prochaine ouverture. Je voulais aussi revenir sur le dernier exercice qu'a opéré l'ICANN. Alors tu noteras, Sébastien, que je ne dis pas cette première ouverture, mais le dernier exercice. Voilà. Donc, dernier exercice qui a eu lieu en 2012. 1930 dossiers de candidature ont été déposés. J'ai noté que nous avions à l'époque 500 candidatures environ pour des marques, dont le point BNP Paribas, qui en faisait partie. Des candidatures pour des communautaires, donc notamment 67 candidatures communautaires, et 49 candidatures pour des territoires géographiques. Et une des nouveautés de cet exercice, c'était également que nous avions eu 103 candidatures pour des caractères IDN, caractères internationaux, en langue chinoise, arabe, etc. J'ai dit l'essentiel. Je vous propose de faire un tour de table de nos intervenants, de se présenter brièvement, et puis avant de rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à, ouais, on m'entend. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bertrand Realini, je suis Domain Name Manager à BNP Paribas. Donc je m'occupe de la stratégie du portefeuille nom de domaine pour le groupe, n'est-ce pas, et aussi de notre propre registre. On verra ça tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je m'appelle Benjamin Louis, je travaille chez CSC depuis le mois de décembre. Donc je dirige l'équipe d'Account Manager depuis Paris. Alors pour les Parisiens, je suis 3 jours à Paris par semaine. Si vous voulez boire un coup, je suis disponible. Voilà, avant ça, j'avais créé le Point Alsace, que j'ai dirigé jusqu'à il y a quelques mois maintenant. Et donc j'ai participé à ce titre à l'aventure de 2012 et on est reparti pour un tour en 2026. Frédéric Guillemot, directeur général de Brand Shelter France, qui fait partie du groupe Team Internet, anciennement Centralnik, Brand Shelter France, entièrement Safebrands. On change tous de nom, etc. On travaille surtout avec des entreprises et on a accompagné pas mal de candidats lors du premier tour en 2012. C'était quand même il y a 14 ans maintenant. Et on est là également pour réaccompagner des nouvelles entreprises en 2026, voire 27. Bonjour à tous, Arnaud Franquinet. Je travaille chez Gandhi et notamment chez Gandhi Corporate Services qui accompagne les entreprises sur la gestion de leur nom de domaine et puis également des potentiels points brand. Alors n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions au fur et à mesure en fait, de nos interventions. C'est aussi un échange entre nous et la salle. Je voudrais commencer par une première question à Frédéric. De ton côté, Frédéric, est-ce que tu peux nous rappeler du coup le cadre? On en parle beaucoup depuis ce matin, de cette fameuse ouverture, encore une fois, qui va arriver le 30 avril prochain. Donc c'est dans un tout petit peu plus d'un mois, 1 mois et 3 jours. Est-ce que tu peux nous rappeler le cadre de cette ouverture, les règles, les coûts, faire un récapitulatif finalement de l'ensemble de ces règles? Oui, avec grand plaisir. Et pour faire un meilleur récapitulatif, je vais m'aider du petit schéma et du calendrier qui est derrière moi, parce qu'il y a quand même quelques dates et qu'il vaut mieux pas les oublier. J'espère que vous les voyez bien. Si vous ne les voyez pas, je me ferai un plaisir de vous les renvoyer après. En gros, déjà, qui avait candidaté ou qui avait candidaté il y a 14 ans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà... Peut-être qu'on est un candidat, quelques-uns, etc. Ou aider à candidater. Voilà. Donc, il y a peu de monde. Et maintenant, il y a une nouvelle opportunité qui arrive 14 ans après. On en parle depuis ce matin. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'avoir donc son nouvel espace Internet. OK. On va pouvoir candidater. Il y a quand même une chose qui est assez confortable cette année, c'est que c'est quand même beaucoup mieux organisé qu'en 2012. Vous m'arrêterez si je dis une bêtise, si quelqu'un n'est pas d'accord. Mais il se trouve qu'on donc on va avoir des gens qui vont vouloir candidater pour leur espace Internet. Là, chose fantastique, on a un guide. On a un guide qui est écrit avant et qui ne s'écrit pas pendant la fenêtre d'ouverture.
Donc déjà, c'est quand même plutôt une bonne amélioration. Et donc, il y a des gens qui ont travaillé pendant 14 ans, c'est long, sur l'amélioration de ce guide pour clarifier les choses et donner à tous les gens qui seraient intéressés, qui seraient candidats, des informations sur comment on fait. Comment on fait? En tout cas, c'est très simple, c'est toujours le même principe. 30 avril, 12 août, on a 15 semaines pour remplir un formulaire en ligne. C'est un peu plus compliqué que ça, hein. C'est un système de candidature dans lequel on va mettre des informations sur sa candidature. Il paraît qu'il n'est pas super ergonomique. On ne peut pas encore trop le tester, mais en tout cas, il y a des gens qui n'étaient pas très contents. Donc, on a ces 15 semaines pour candidater. À partir du moment où ces 15 semaines seront finies, c'est fini. Et on revient au titre de la table ronde, qui est dernière opportunité. C'est-à-dire qu'à partir du 12 août, on ne peut plus se dire, tiens, j'ai une super idée, je veux un nouveau nom. Donc voilà, il faut quand même se dépêcher. Ensuite, vous allez avoir à payer des fees à l'ICANN. Ça, c'est un peu comme la dernière fois, mais en plus cher. L'ICANN dit qu'ils ont ajouté l'inflation. En moyenne, l'inflation internationale. On s'y retrouve avec la chute du dollar, peut-être. Mais donc, effectivement, ils ont ajouté l'inflation. Tout le monde s'attendait à ce que ça soit moins cher. Ensuite, une fois qu'on aura payé, il y a tout un tas de travail avec l'ICANN qui va vérifier que votre candidature est bonne, etc. Et en octobre, une grande révélation. On parlait à un moment, je crois, ce matin, de savoir qui va candidater. Parce qu'il y a des gens qui sont publics, qui disent nous, on va candidater pour ça. Et des gens qui disent moi, c'est secret. Donc, en octobre, on va savoir qui a candidaté pourquoi. Et surtout, s'il y a des doublons, ou des triplons ou des quadruplons. Et ensuite, on a ensuite une quinzaine de jours pour éventuellement faire quelques réglages, prendre les solutions de secours, ou en tout cas les chaînes de caractères qui sont... ça, c'est une des choses qui est assez nouvelle. On a le droit de mettre une chaîne de caractères de secours. C'est-à-dire que je candidate pour point Carola. Si c'est déjà pris, je peux candidater pour point Carole. Trop près, c'est vrai, pardon. Excusez-moi, c'est pour trouver l'exemple. Mais donc voilà, on a tout ça. Et après, en novembre, on sait exactement ce qu'il y a comme chaîne de caractères, ou comme string, qui vont pouvoir être étudiés par l'ICANN et qui ensuite seront validés au fur et à mesure. Après, l'estimation, il a quand même un certain temps je sais pas, mais en tout cas, ils estiment que s'ils en ont effectivement 2000, qui était ce que Sébastien disait ce matin, qui était le truc budgété, la somme budgétée, ça va mettre un certain temps à être validé. Après, il faut qu'on ait validé, tout le monde le sait, on passe des tests, on prépare son plan de lancement, on fait sa sunrise, on ouvre, et on est enfin sur Internet. Donc les prochaines ouvertures, moi je ne les attends pas avant juin 2027, et encore si tout se passe bien. Ouais, l'ICANN a annoncé sur les 2000 ouvertes, 2000 candidatures, on est effectivement sur un fin 2027 pour les premières délégations au plus tôt. Et vraisemblablement, le gros arrivera en 2028. Donc ça, c'est un résumé, en fait, en gros. Mais voilà où on en est. On arrive à ce moment-là où on a 12 plus 4, on a 16 semaines pour se décider si on veut se lancer dans un nouveau TLD. Et 16 semaines pour faire sa candidature. Il y a des consultants ici, là. On est tous ravis de travailler avec vous. Mais si on peut éviter d'avoir la candidature le 10 août, ça nous arrangera tous. Et pareil, dans les entreprises, dans les gens avec qui vous travaillez, c'est peut-être mieux de pouvoir vous dire, tiens, il faut qu'on soit prêt avant août, avant juillet, etc. Donc, c'est un peu le last call, last orders. Allez-y, c'est maintenant. Et si vous voulez candidater, si vous avez des idées, si vos clients ont des idées, c'est maintenant qu'il faut un peu se lancer. Voilà vraiment la chose que je dirais, c'est allez-y, c'est maintenant. Donc un processus qui est bien rodé, on l'a compris, qui est clair, on en discute depuis ce matin. Une volonté de l'ICANN de minimiser les collisions entre candidats. Et donc, on l'a dit, 227 000 $ pour une candidature standard, 227 500 $ pour un point marque. Et ensuite, quelques frais supplémentaires si on veut faire un communautaire ou un géo. Voilà.
Oui, ça, c'est quand même un truc qui a été surprenant. Enfin, je ne sais pas si ça vous a surpris, mais de voir qu'effectivement l'ICANN demande 227 000 $ pour la candidature, ok. Et après rajoute pas des taxes, mais des prix différents suivant ce que vous avez demandé. Donc c'est 15 000, je crois, pour le communautaire de tête. Pour le Géo, c'est 15 000. Oui, Géo, ouais. Pour le Géo, c'est 15 000. Communautaire, c'est variable. Et communautaire, c'est un peu plus. Alors, on peut se dire que communautaire, c'est parce que c'est le surcoût de vérifier que ça correspond bien à la communauté. 100 000, c'est une belle vérif. Et alors, par contre, il faudra qu'on m'explique pourquoi c'est 500 $ pour un point marque. Autant, moi, je pense que j'aurais mis C'est zéro. pour vérifier ton certificat de marque et ton certificat de TMCH. Ton SMD. Voilà. Moi, je pense qu'à 227 000, 500 on peut $. l'inclure dans le package. Mais Sur le coût, j'aurais quand même rajouté quelque chose, parce qu'effectivement, ça paraît élevé. Mais pour une entreprise qui a son point marque, comme en fait c'est un point marque, vous avez la possibilité de l'activer en fait au bilan. Donc en fait, le coût, vous pouvez l'amortir. Donc c'est pas vraiment en fait tout à fait le coût en fait payé la première année. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, le point brand va participer à la création de valeur de l'entreprise de manière non négligeable normalement. Donc votre point brand va avoir un flux financier régulier une fois lancé. Et ça, ça fait partie en fait de la revalorisation du goodwill de l'entreprise. Donc en fait, ce n'est pas forcément pour une entreprise, je parle, un point brand, un vrai coût. Puisque derrière, en fait, finalement, si on raisonne d'un point de vue financier, et s'il y a des financiers dans la salle, ils verront tout de suite en fait, le calcul économique que je propose. En fait, c'est un investissement qui peut être très, très rentable. Très bon point, merci Arnaud. Est-ce que vous avez des questions à ce stade sur les règles applicables, etc. C'est clair pour tout le monde. David. Merci. En cas de refus de la candidature, et j'ai compris qu'il y avait une possibilité de second nom de secours, mais si on refuse le dossier, est-ce que tout l'argent est perdu? alors, on met deux chaînes de caractères, de string, et s'il y en a un qui est déjà pris, on peut opter pour l'autre. Donc ça, c'est au moment de la révélation. Donc on n'est pas encore sur le dossier est valide ou pas. Et ensuite, on dit, OK, je prends mon string de rechange et je candidate pour ça. Et une fois que je candidate, on va étudier, c'est l'ICANN qui va étudier mon dossier. Je crois que si j'abandonne, je peux récupérer des sous à certaines étapes. Il y a tout un descriptif dans le guide. Alors, je ne l'ai pas retenu par cœur. Alors, je ne l'ai pas par cœur, mais en fait, plus tu abandonnes tôt dans le process, c'est-à-dire process technique, process contractuel, process d'intégration dans la racine YANA, etc. Donc, plus tu abandonnes tôt, plus tu as un refund élevé. Plus tu abandonnes tard, moins tu t'y retrouves. Alors. Je ne crois pas que ça soit arrivé en 2012. Je pense pas. Je pense que dans ces cas-là, si l'ICANN refuse parce qu'il il considère que tu as un potentiel problème pour la sécurité et la stabilité d'Internet. Non, ouais, ça a été un long process avec le point Amazon, effectivement, mais qui a fini par être accepté. Mais si te refuse, je pense que tu es intégralement. Tu rentres tes frais. Non. C'est une bonne question. Moi, je dirais que tu n'es pas remboursé du tout. C'est l'ICANN qui te refuse. Alors en fait, moi, à réagir, mais le Reveal Day, c'est vraiment le moment où on peut avoir les premiers abandons. On est libre d'abandonner une candidature ou effectivement de passer sur un autre string. Je le fais avec l'accent parce que sinon. Voilà. Et c'est 65% de frais de remboursement à ce moment-là. Et c'est bien plus bas qu'en 2012. Et ensuite, ça décroît assez vite. Et ça peut aller, en fait, tu peux abandonner jusqu'au moment, enfin, en fait, jusqu'avant que tu signes ton contrat avec l'ICANN, le Registry Agreement. Mais là, tu vas espérer ça va vite à 20%, 10%. Mais non, l'ICANN ne rembourse pas sur cet exercice l'ensemble des frais. Même si c'est eux qui refusent. À voir, mais. La logique, c'est que s'ils refusent, c'est parce que le dossier n'est pas bon. Donc, du coup, il n'y a pas de raison.
Alors, Le point Merck, c'est ça? En 2012, un sujet de 2012, c'est ça? Non, donc là maintenant, justement, c'est le fin octobre, enfin, mi-octobre, la révélation. J'aime beaucoup ce reveal day. Hein. Il y a un petit côté biblique et religieux. Donc, c'est le jour de la révélation. Et là, les gens ils vont se rendre compte s'il y a 2 candidatures ou 3. Et comme l'ICANN, cette fois-ci, n'a pas autorisé les gens à faire des enchères entre eux, ils vous disent, si vous voulez régler votre problème, vous mettez les enchères, mais c'est nous qui organisons les enchères. Donc les gens peuvent très bien se dire, ah non, moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce système. J'abandonne la chaîne de caractères pour laquelle j'avais candidaté et je prends ma chaîne de secours. Et après, par contre, si quelqu'un dit non, non, moi je veux absolument, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, je peux continuer. Et après, par contre, les gens vont pouvoir aller dans le système d'enchères de l'ICANN ou alors rentrer dans un contentieux. Dans un contentieux en disant non, moi je ne suis pas d'accord, ma marque est meilleure, moi j'ai plus de légitimité. Ou alors, moi je suis une communauté, donc j'ai la priorité. Il y a tout un tas de mécanismes qui permettent un peu de régler ça. Et la chose qui est nouvelle cette fois-ci, c'est d'avoir rajouté ces chaînes de caractères de remplacement. Le fait de pouvoir changer et se dire, tiens, j'ai une deuxième chance. Alors, c'est sûr que pour une marque, c'est moins intéressant que pour quelqu'un qui candidate pour une extension générique. C'est sûr. Avec la particularité de la chaîne de remplacement d'avoir bien les droits, si on répond en tant que marque, aussi sur cette deuxième chaîne. Donc aussi le certificat TMCH sur cette deuxième marque. Voilà. Si on veut l'exploiter sous un format fermé. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant au pourquoi candidater finalement. Et puis comment s'organiser. Est-ce que toi, Benjamin, tu as justement des éléments sur pourquoi effectivement, je dois aller candidater pour une extension générique, pour un point marque, et puis comment je dois m'organiser à l'échéance, à date où on est rendu. Comment je m'organise en interne? Alors, je vais surtout passer sur la partie point brand, puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup sur ce round et qui est un sujet qu'on traite, nous, chez CSC, évidemment. Alors, il y a des arguments qui datent de 2012, qui sont toujours valables aujourd'hui. D'accord ? La protection de la marque, donc intégrer le nom de la marque dans la racine Internet, construire un environnement numérique sain, stable, propre, sans abus, un environnement de confiance où on explique à nos clients, partenaires ou autres que s'ils arrivent sur un mail en .BNP Paribas ou une adresse mail une adresse Internet en .BNP Paribas, il y a une garantie 100% que c'est la banque. Voilà, c'est le message qui a été porté par la BNP, c'est le message qui a été porté par beaucoup de corp TLD, de points brand depuis 2012. Ces arguments, ils sont toujours valables. Après, il y avait un argument qu'on avait beaucoup, qui était difficile à intégrer parce que c'est la prospective, etc. C'était qu'on disait, vous investissez sur un outil qui sera probablement encore un asset encore plus important dans 5, 10, 15 ans, parce que l'Internet se développe, parce que l'Internet qu'on avait en 2012 n'est clairement plus ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, et ça s'est vérifié, clairement, on parle aujourd'hui beaucoup, et on en parlera sans doute là, de la partie IA. Donc il y a plein de sujets comme ça qui sont sortis au gré des évolutions d'Internet, qui sont venus finalement confirmer que ces points brand étaient des assets importants pour les entreprises, et probablement pour certains des game changers, puisque, on l'a dit, ça peut permettre de réduire certains coûts. Je pense que tu rentreras dans peut-être quelques détails. Par exemple, j'ai eu une discussion récemment avec un client qui expliquait qu'il pouvait engager les économies d'échelle sur l'envoi de SMS. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout vu passer. C'est qu'en fait, le SMS, par exemple, quand on fait de l'envoi massif, ça doit être un coût qui doit être au poids ou au nombre de caractères. Bon, si on a sa propre extension, on peut avoir un système de génération d'URL bien plus courte que les opérateurs du marché, qui ont maintenant des URL à rallonge. Et du coup, on réduit le poids et on attendait passer 60 000 € par an. Donc, il y a des leviers comme ça qui sont arrivés en plus. Et donc, aujourd'hui, on a des arguments qui sont toujours valables, qui datent d'il y a maintenant 14 ans. Et on a des arguments qui arrivent sur la cybersécurité, très clairement.
Aujourd'hui, dans les candidatures des points brand, on ne voit quasiment plus d'une candidature qui est portée que par un service. D'accord ? Comme ça a pu l'être par l'IT ou l'IP dans son coin. Maintenant, ces candidatures point brand, et c'est ce qu'on recommande nous, c'est qu'elles soient portées par plusieurs services de façon transversale, avec un go qui viendrait d'en haut, pour qu'il y ait vraiment un vrai coup vers l'avant au démarrage, qui est vraiment de l'ambition qui soit mise sur la table, et que ce soit porté par toute l'entreprise. Et donc, c'est un vrai projet de transformation, voilà, qui est intéressant à prendre en œuvre. Et donc, on a des sujets comme des sujets de DNS. Il y a des exemples qui sont intéressants de Point Brand de 2012, qu'on ne voit finalement pas beaucoup, mais qui, en fait, sont très actifs sur des couches plus basses sur le DNS. C'est des outils de sécurisation, etc. Et ensuite, il y a des sujets qu'on discute de plus en plus, qu'on avait discuté, c'est extrêmement intéressant, au précédent NDD Camp à Rennes, avec l'IA, c'est est-ce que potentiellement votre brand TLD peut être un outil qui vous permet de garantir à l'IA, qui a besoin de certifier l'origine des contenus qu'elle scrolle sur Internet. Donc, est-ce que ce point brand, c'est finalement pas un élément pour sécuriser sa source et de garantir que les éléments qu'on va aller chercher de contenu sur les sujets d'assurance vie, de PEA, PER ou je ne sais quoi, si on va le sourcer depuis quelque chose qui finit en point BNP Paribas, qu'on sait que c'est la banque, on a une garantie de la véracité de l'information. Voilà. Donc, il y a ces types de sujets qui sont en train de sortir. Et le sujet que je disais avant de que sera l'Internet dans 10 ans, moi, j'en sais rien, mais ça tient toujours. Je pense que les investissements qui sont faits aujourd'hui sur un point brand, c'est des investissements qui auront un intérêt phénoménal, probablement, vu l'accélération d'Internet, dans 10 ans, c'est certain. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises, en tout cas en France, qui réfléchissent à avoir effectivement leur extension Internet, leur point marque en l'occurrence. Je serais assez curieux de savoir justement de votre part comment là on va justement les convaincre à ce moment-là de l'aventure. Justement. Je pense que déjà on peut les convaincre en disant que c'est plus simple. Que peut-être que les gens ont hésité il y a 10 ans ou c'est plus simple. Il y a un truc qu'on n'a pas dit et une des choses qui est assez nouvelle aussi, c'est que pour ce tour, pour ce round, il y a déjà des prestataires agréés, enfin pas agréés, pardon, approuvés par l'ICANN. L'ICANN a déjà fait le tri, ils ont dit voilà, vous pouvez choisir lui. Ce qui évite quasiment toutes les questions techniques qui partaient un peu dans l'inconnu, auxquelles il fallait répondre dans le premier tour. Donc là, la personne, elle a juste à se focaliser, c'est ma candidature, c'est ça, et je choisirai ce prestataire. Donc déjà, la personne qui dit ouais, c'est un peu compliqué, bah non, c'est plus compliqué. La technique, elle est complètement écartée. Vous n'avez plus rien à faire sur la technique. C'est plutôt pas mal comme progrès. Et surtout, on ne sait pas quand il y aura le prochain. Même la partie, tu as raison sur la partie technique, et même sur la partie légale, parce qu'en 2012, on a tous candidaté en sachant qu'il allait arriver un truc genre TMCH, mais on ne savait pas trop. Donc on répondait un peu dans le brouillard sur le sujet protection des endroits, etc. Bon, aujourd'hui, les choses sont balisées, c'est clair, c'est évident, c'est borné, il y a la TMCH, etc. Si tu veux bien, Bertrand, on prendra ton témoignage à la fin de cet échange, parce que Benjamin a abordé un point intéressant, du coup je dois revenir dessus à ce stade, sur les enjeux futurs justement qui vont arriver dans le monde du digital, du numérique, notamment côté SEO, mais aussi intelligence artificielle. Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement côté évolution de l'IA, etc. Oui, je peux rebondir sur ce que disait Benjamin sur l'IA, parce qu'il l'a abordé sous l'angle de la sécurité, mais avec les moteurs en fait, qui tournent sur LLM et qui privilégient finalement alors un sens. Quand je dis un sens, c'est entre guillemets, parce que c'est un sens selon LLM, donc c'est pas comme nous. Mais donc c'est un sens probabilistique en fait de suite de mots. Mais c'est vrai qu'en fait on peut réfléchir sur une nouvelle manière de référencement. D'ailleurs en fait beaucoup de gens parlent de GEO. Alors comme toujours en fait quand il y a quelque chose de nouveau, on dit ça va tout de suite devenir ça. Et pas bon. La vérité est toujours un peu plus au centre. Le SEO, il ne faut pas l'abandonner. Il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'on voit en fait certainement d'autres manières de référencer les sites, et on peut se poser la question légitime avec les moteurs de recherche qui tournent sur LLM, qu'il y aura un sens certainement plus important qui sera donné à la combinaison nom de domaine extension. Que si cette combinaison en fait en termes de mots signifie quelque chose par rapport à une question posée,
surtout qu'en plus, si c'est un point brand qui est réputé être plus sécurité, il a plus de chances de remonter rapidement dans la réponse. D'autant plus qu'avec les LLM, si en fait ces recherches se développent, on ne va pas avoir une liste de 10 réponses. Donc en fait, le mode de référencement va changer sur la première page et puis 10 autres sur la deuxième page. C'est 1 ou 2 ou 3 réponses, voire même qu'une seule réponse par rapport à une question posée. Donc ça, c'est une interrogation. On avait discuté avec Bertrand, il pourra répondre parce que lui, en fait, il a une expérience en fait par rapport en fait aux différents TLD. Il voit bien qu'il y a encore un usage du SEO, même s'il y a d'autres usages qui apparaissent. Et je pense que ce qui sera beaucoup plus important que ces moteurs LLM, c'est la manière dont nous on va l'utiliser. Si les requêtes par voix augmentent, si demain, les lunettes connectées prennent un essor, ben on ira vers des solutions qui présentent en fait une solution à une question. Parce que les lunettes ne sont pas suffisamment grandes, l'oral, on ne va pas s'embêter avec une liste de 10 réponses. Donc ça, je pense que c'est des éléments à prendre en considération. Et là-dessus, le point brand, à mon sens, est hyper intéressant par rapport à l'avenir et ce qu'on voit poindre en termes de recherche. Est-ce que dans l'assistance, vous voyez d'autres points à aborder, à partager, qui vous semblent intéressants? Ou alors vous les voyez, mais vous voulez les garder secrets? Non. Les tokens? Pour rebondir sur les dépôts de candidature, je crois que les noms de domaine sont plutôt gérés par le juridique, mais là, est-ce que pour les nouvelles extensions, ce sera encore le juridique qui va qui va payer les budgets, qui va être porteur de projet, ou comment ça se passe? Juste, en fait, ça dépend complètement des organisations des entreprises. Pour être honnête, il y a quasiment aucune entreprise qui fonctionne de la même manière. Alors d'abord, pour moi, le point brand, c'est quand même un sujet stratégique. En fait, vous l'avez dit juste précédent, donc ça doit quand même embarquer plusieurs divisions de l'entreprise. Ça peut pas être, voire même piloté à un niveau assez élevé, parce que si c'est juste avoir un point brand pour avoir un point brand, je pense que c'est pas ça l'objectif. C'est réfléchir à la stratégie du point brand dans toute une stratégie finalement de présence en ligne. Donc ça doit fédérer plusieurs services. Mais pour répondre à ta question, ça dépend totalement des cultures d'entreprise. Parfois c'est géré en global, au plus haut point avec une direction générale. Parfois c'est les services juridiques qui sont à l'avant. Parfois c'est les services marketing. Parfois les services de transformation digitale. Ça dépend vraiment en fait des entreprises. Alors, quelque part, oui, je suis complètement d'accord, ça dépend vraiment de tout le monde. Finalement, c'est mieux si c'est le marketing ou c'est le mieux si c'est la sécurité qui s'en occupe. Quand c'est les juridiques, ils sont habitués à payer un nom de domaine à 20 € et du coup, ça leur paraît un énorme budget. Si on va voir le service marketing, ok, bon, bah, c'est le prix d'une pub, ok. Quelque part. Le pire étant les services des achats. Ah, le service des achats, par contre, c'est plus. Après, il y a une réalité aussi, c'est que selon le type d'entreprise, une grande entreprise qui a 4-5 grandes marques, ça peut vite devenir un budget important, qui est un gros budget notamment à la candidature, puisqu'il y a ces 227 000 à payer fois le nombre de TLD que tu veux faire. Hein. Évidemment, ce n'est pas 227 000 pour en faire 3, c'est 227 par TLD. Alors, non. Non. Non, il n'y a pas d'agressivité dans l'Icon, je joue pas à ça. Benjamin, mais juste rappeler que tu peux l'amortir. Oui, tu peux l'amortir. Donc en fait, si tu veux, c'est un grand groupe qui a 3 ou 4 points brand. Généralement, c'est quand même un groupe assez costaud. C'est ça. Donc, et surtout, en fait, comme ça peut être un gros budget d'un coup que tu amortis, c'est souvent le mieux, c'est d'avoir un financement par tout en haut. Ouais. Voilà. Pour que tu n'aies pas ensuite des discussions intra-service en disant ouais mais moi j'ai payé ce truc là maintenant c'est voilà, le mieux c'est d'avoir en haut qu'il y ait une conscience de l'asset stratégique sur lequel ils investissent, et du coup derrière ensuite tu peux avoir des services qui sont un peu
décomplexé et pas sujet à oui, mais c'est moi qui ai payé ou c'est moi qui. Arnaud, tu veux compléter? Oui, juste pour répondre à ta question, en fait, justement, parmi les axes de conviction, parce qu'en fait, sur l'usage, on est tous convergents, en fait, on voit l'intérêt qu'il y a, mais souvent, en fait, ce qu'il faut, c'est faut pas hésiter, nous, en fait, à remonter à un niveau suffisamment élevé, type board ou autre, du groupe ou d'une grosse entreprise, pour justement faire valoir ces arguments, de dire que finalement, parce que pour un service, ça peut paraître un coût énorme, mais en fait, si tu le vois en fait, à l'échelle d'un grand groupe, c'est accessoire. Et en fait, avec les mécanismes financiers, tu peux tout à fait, en fait, finalement, baisser le coût. Mais ça, c'est encore une entreprise. Hein, c'est pas vrai pour. On a utilisé plusieurs fois des webinaires avec les équipes qui étaient intéressées et les N+1 pour que le N+1 comprenne de lui-même l'intérêt de la chose. Parce qu'au moins, ça permet d'avoir une meilleure adhésion et que le projet ne soit pas abandonné. Ok, moi je connais le sujet, c'est pour ça que j'essaie de poser plein de questions. Je ne doute pas de l'intérêt des entreprises par rapport à ce dont on parle, mais on a quand même remarqué qu'aujourd'hui, je me trompe peut-être un peu, à part d'autres, Leclerc, il y a beaucoup qui ont leur marque, mais on se demande si elles les utilisent vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai, je comprends, il faut prendre la marque pour se protéger. Et après, il faut l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, des fois, je me demande... tout à l'heure, vous avez parlé de DOT BNP Paribas, c'est ça? Moi, aujourd'hui, je ne peux même pas citer un seul site de DOT BNP Paribas. Merci. Bon, on a un témoin, là, un témoin vivant à notre droite qui fait vivre son point marque. Mais effectivement, c'est une vraie interrogation. Pourquoi est-ce que ça n'a pas pris autant que ça? Je pense peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas prêtes dans le fait que Internet devienne vraiment global sur tout. Et peut-être que maintenant, c'est plus le moment. Et c'est maintenant ou jamais. Ce que je disais avant sur l'organisation, aujourd'hui, la candidature avec une organisation transversale, avec une décision qui vient d'en haut, en fait, d'une certaine manière, ça sous-entend une réponse à ta question. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir certaines candidatures qui ont été portées par un service dans un coin, un service IT, un service juridique, et qui ensuite n'ont pas su convaincre les autres équipes de venir vers l'usage de ce TLD. Voilà, c'est souvent comme ça que c'est passé. Le truc est resté cloîtré et cloisonné sur un service qui en ont fait un usage peut-être pas très visible ou un petit usage. Mais il y a eu un manque de communication et de conviction auprès des autres utilisateurs internes à l'entreprise. C'est une des explications. Mais, du coup, je veux rebondir sur cette question avec un exemple simple. La SNCF, il y avait voyage-sncf.com. Ils ont pris le TLD.SNCF, qui est devenu oui.SNCF. Et maintenant, on a sncf-connect.com. Pourquoi ils sont passés sur leur... Enfin, qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils passent sur leur propre TLD et qu'ils reviennent en arrière pour passer en plus sur un .com et même pas un .fr? Alors, voilà. En fait, il y a un aspect humain, que tu ne maîtrises pas et qui est les gens changent et donc la maîtrise, l'appétence pour le sujet disparaît et du coup tu te retrouves avec en plus des fois ce qu'ils ont fait avant c'était pas terrible, on va faire vachement mieux. Et du coup, forcément, comme je viens d'arriver, j'ai les manettes, je vais tout changer. Frédéric le disait, c'est génial le marketing et la communication en termes de budget. Mais par contre, en termes de changement, c'est aussi assez génial. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est aussi la vie des noms de domaine. Ouais. Ça peut changer. Ils sont passés sur un Voyage SNCF, sur un SNCF Connect. Et entre-temps, ils avaient fait un Oui SNCF. Mais ils pourront refaire aussi d'autres choses de manière encore plus souple sous le point SNCF. Et d'ailleurs, ils ont aussi d'autres noms de domaine qu'ils utilisent, qui sont un peu moins visibles, mais qu'ils utilisent. Aujourd'hui, ils ont 70 noms de domaine. Après, je ne connais pas le cas de SNCF, je pense qu'effectivement, ça doit être un changement de... Ah, tu connais, mais tu ne vois pas. Mais il faut voir qu'en fait, le point brand peut être utilisé pour plusieurs finalités. Et il y a peut-être un intérêt à ne pas l'utiliser pour le site principal et le conserver, j'en sais rien, pour en fait sécuriser des infras ou des DNS ou d'autres éléments. Ça rentre en fait dans une stratégie globale. Alors, de toute façon, si vous faites un jour un Wiz, vous verrez que le registraire des noms de domaine de la SNCF et des points SNCF, c'est Brand Shelter, et que l'opérateur technique, c'est la FNIC. Donc, du coup, on peut connaître un peu le sujet. Et effectivement, c'est vraiment ça, c'est un changement d'un seul coup d'organisation. Alors, j'en ai parlé régulièrement, j'en dis, mais quand même,
Effectivement. Mais non, c'est un changement. Par contre, c'est gardé. Et je crois que c'est utilisé encore dans wifi.sncf. On peut encore le garder. Ouais, ou gare. Non, alors ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ah, le Wi-Fi. Non, mais effectivement, ce sont des changements. Il y a 14 ans, on a apporté une candidature pour un grand groupe français. Le jour de la signature, où ils avaient reçu de la part de l'ICANN la signature électronique à faire, ils ont dit bah non. Bon, alors ils avaient payé l'ICANN, ils nous avaient payé nous, ils avaient payé tout le monde. Ils ont dit bah non. J'étais en vacances, j'étais en train de fêter ça, mais bah, voilà, donc il y a vraiment. Et pourquoi? Parce que ça avait été racheté, il y a des gens qui partent, qui viennent. Ah, c'est un projet de l'ancienne direction, j'en veux plus. Enfin, il y a dans la vie d'une entreprise des choses qui ne sont pas toujours rationnelles. Et bah, finalement, ça arrive. Moi, juste pour ajouter là-dessus, je pense, Arnaud, je rejoins ce que tu disais. J'ai l'impression que le point SNCF est utilisé pour un peu le back-office, j'en parlais ce midi, ou leurs activités. C'est-à-dire vous êtes dans le monde SNCF. Vous avez wifi.sncf dans le train, etc. Dès que vous êtes dans SNCF, vous remarquez, vous avez plein de points SNCF. Et tout ce qui est public extérieur, donc mise de son image en concurrence, recherche de tarifs, tout ce que l'Internet, ils sont revenus sur .com. C'est mon avis, ça n'engage que moi. J'ai vu pas mal de pratiques. Il y a beaucoup de stratégies, comme disait Arnaud. Moi, je pense, et je vous le montrerai après, qu'on peut faire un univers sur une marque. C'est le but que ces stratégies elles prennent à contre-pied. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez en gros un back-office SNCF et tout le reste sur le web 1.0 des noms. Et ça, c'est mon avis. Je pense que c'est un choix de visibilité qui est faux, mais... Pour exemple, en fait, il n'y a pas qu'SNCF qui a ce type de stratégie. Hein. Amazon, ils l'ont aussi. Hein. Parce qu'en fait, ce n'est pas le point Amazon sur lequel on achète. Et ils le détiennent. Et en fait, on peut pas reprocher à Amazon de ne pas être quand même assez bon en termes de stratégie et d'organisation. Ouais. C'est ça qui a marqué. C'est ça qui a marqué. Voilà. Après, il y a d'autres entreprises, on ne sait pas qu'elles l'utilisent, mais le côté wifi.mamarque, le côté sso.mamarque, sur les architectures internes, on avait un autre client aussi qui l'a utilisé principalement pour ça, et c'était de l'interne. De l'interne. Ou aussi le rapport annuel. Ouais. Bah, merci à tous les cas déjà pour les expertises. Je vous entends beaucoup parler d'organisation des entreprises avec lesquelles vous discutez en tant que, on va dire, promoteur du brand TLD. Parenthèse, il y a effectivement des success stories de la com interne avec les brands TLD. Je pense à Fox. On connaît peut-être pas nous très bien français, mais c'est vraiment le point Fox, c'est l'outil de com interne de cette chaîne de télé aux États-Unis. Donc, ils font tout ce qui est onboarding des salariés, quiz, attachement des collaborateurs, etc. En fait, la question que j'avais, c'était, vous avez parlé d'organisation. Ça fait 30 ans qu'on parle de nom de domaine, et en fait, la gestion, c'est souvent un problème parce que, à la différence par exemple des marques, le nom de domaine, c'est un actif à 3 dimensions. C'est marketing, juridique, technique. La marque, c'est 2 dimensions, c'est marketing, juridique. Donc, à la limite, vous pouvez confier ça à 2 interlocuteurs, ça marche. La dimension technique du nom de domaine fait que c'est très compliqué en interne. Donc, il y a celui qui paye, donc évidemment, c'est celui qui décide. Je me demandais si nous, on milite depuis, notamment à la fac, depuis des années, quand on forme les étudiants, dire dans les entreprises, quand vous serez en gestion de portefeuille de nom de domaine, mettez en place des comités nom de domaine. Je sais que ça existe dans certaines boîtes en France et je pense que ça marche mieux. Vous, dans votre quotidien, monsieur Réaliné en est l'exemple patent, quand vous êtes en discussion comme ça sur des projets avec des clients qui pourraient cliquer sur le brand TLD, est-ce que c'est aussi l'occasion de dire on va organiser dorénavant différemment la gestion de cet actif qu'est le nom de domaine parce qu'on a un brand? Est-ce que ça donne une réflexion plus ambitieuse par rapport à cette gestion? Merci. En général, c'est un projet ambitieux. Donc, du coup, ça implique de toute façon qu'il y ait des réunions régulières, ce qu'on appellera un comité de projet ou autre, qu'on va faire à un certain moment pour refaire la stratégie.
c'est clair qu'on peut être tenté de dire, attendez, parce que ça, il y a des gens qui peuvent le dire, hein, mais si vous avez un point marque, vous n'avez plus besoin des autres noms de domaine, vous allez pouvoir laisser tomber toutes vos autres extensions. Alors, moi, je l'ai entendu, je ne suis pas sûr d'avoir envie de le dire, parce que c'est pas parce qu'on a un point marque qu'on va pouvoir renoncer à tous ces points pays. Ça, c'est sûr. Mais quand même, on peut peut-être effectivement se réorganiser en mettant un peu plus ces marques sous un chapeau global. Donc oui, il y a un conseil, mais il faut que les gens soient prêts. Et la filiale, je ne sais pas, suisse par exemple, d'un groupe, elle n'a peut-être pas envie de renoncer à son point .ch pour le transformer en point BNP Paribas, par exemple. Oui, Arnaud. Non, je voulais juste. Oui, en fait, c'est une très bonne question. C'est un point clé. En fait, c'est organiser la gouvernance des noms de domaine au sein des groupes. Et l'idée, en fait, je pense qu'on le fait tous, c'est de le pousser. Après, c'est plus ou moins accepté, en fait, en fonction des organisations. Mais oui, c'est clé parce qu'en fait, on voit trop d'erreurs, en fait, qui sont faites à cause d'un non-partage finalement de l'information entre les différents acteurs qu'il peut y avoir dans un groupe. Et plus le groupe est international et plus en fait il y a des entreprises, en fait, des sous-filiales, etc., plus effectivement c'est complexe et c'est là où il peut y avoir des problèmes. Mais le point brand, à mon sens, est un bon catalyseur, justement, quand ça n'existe pas, pour aller vers ça, puisque normalement, il est quand même très stratégique, il doit se faire à un certain niveau et il ne peut pas se faire juste sur un service. Donc c'est plutôt, en fait, moi je vois plutôt comme un atout et un avantage. Super. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Je voulais qu'on prenne aussi le temps d'avoir le témoignage de Bertrand, justement, sur le point BNP Paribas, qui va nous présenter de manière très concrète, justement, les bénéfices quotidiens qui sont apportés par le point BNP Paribas. Du coup, Bertrand, la parole est à toi, et puis on reprendra des questions par la suite. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Donc là, moi, j'ai noté plein de questions qui peuvent s'inscrire dans mon témoignage. Moi, je ne vais parler que d'un point marque. D'accord ? Encore une fois, on avait vu qu'il y a beaucoup de choses sur un générique, sur un géo, etc. Je vais essayer de vulgariser. Vous avez remarqué ma timidité et le fait que je ne parle pas beaucoup. Donc, voilà. Merci. Les avantages d'un point brand, moi, j'ai préféré les trier en 5 volets, ces 5 piliers, et qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit tout de suite. Notamment quand on parle de sécurité, on va tous nous dire, oui, c'est plus sécurisé, mais pourquoi ? La souveraineté, du SEO, de l'image et du business qu'on peut en faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va permettre, un fameux point marque ? Moi, je vais vous dire la vérité. Je vais essayer de saisir votre attention avec ça. C'est une intention vraie. Je suis arrivé fin 2010, début 2011 dans les noms de domaine. J'étais un bébé et mon projet était la centralisation du portefeuille du groupe qui était, pendant que j'apprenais, complètement disparate. Et mes prédécesseurs, avec l'impulsion de la communication groupe et l'IT, ont voulu concourir au point BNP Paribas. Moi, j'étais contre. Voilà. Donc, je peux me mettre à la place de tous ceux qui disent « mais il y a un point com ». Forcément, j'ai pensé ça et j'étais en train de l'apprendre. Donc moi, j'assume parfaitement. Au bout d'un an, j'étais convaincu. Ça fait 15 ans que je suis responsable du service et domaine name manager du groupe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je gère l'Internet des noms 1.0, si vous voulez, et ce nouveau round, enfin notre BNP Paribas, d'accord ? Et ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. Pour répondre aux questions de gouvernance qui sont dans ce coin-là, je vais tout de suite répondre doucement, comme ça se met dans mon discours. On a une chance à BNP Paribas, c'est qu'on est organisé de manière très pyramidale. Et depuis tout à l'heure, il y a qui paye, qui fait quoi, pourquoi on décide, est-ce qu'on l'impose, etc. J'ai des confrères dans d'autres entreprises qui sont organisées par exemple en caisse ou qui ne sont pas vraiment sur un point pyramidal. Et ça peut être gênant quand on a un actif commun à tout le monde, forcément, qui va le prendre, qui l'utilise, qui va légiférer dessus. Mais moi, je veux tel domaine, point mon brand, ben moi aussi. Voilà, donc la gouvernance, elle est très importante. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, très clairement, ça devait être en 2008-2009, si je ne dis pas de bêtises, on a une conformité à BNP Paribas. Voilà. Je ne vais pas vous révéler comment c'est fait dedans, mais on a un groupe conformité. En gros, ils ne pondent pas des lois, mais presque. Donc eux, en fait, ils sont garde-fous de tout ça. C'est eux qui ont créé la gouvernance des noms de domaine pour tout le groupe chez nous. Donc j'avais une facilité, je le reconnais, à pouvoir faire prêcher ma bonne parole dans le groupe, quels que soient les métiers qu'on a. Parce que nous sommes composés de métiers, d'accord ? On a de l'immobilier, de la banque domestique, de la corporate banking, des tas de choses, du leasing. Et du coup, on peut le présenter là-dessus. L'avantage, c'est que donc on a été créé sur un seul comité nom de domaine et que ça regardait l'IT et la com. Et là, on repense à des entités dont on a parlé ici. Donc actuellement, c'est l'IT, qui est représenté par mon équipe, et la com, qui est remontée par mon collègue Olivier, qui est absent aujourd'hui.
où on décide de cette gouvernance et tout le boulot technique et fonctionnel est fait après dans mon équipe chez moi. Voilà. Mais en gros, on décide de ces choses-là. Et donc, qui doit payer? C'est très intéressant parce que, comme on disait, et là, je réponds à une autre question, je pense que c'est un levier très transverse qui doit le payer. Parce que celui qui le paye, il décide. Et si vous prenez le risque de le faire payer par un de vos métiers quand vous avez votre BU, une seule BU, forcément, ça va faire des histoires. Vous imaginez bien qu'à BNP Paribas, bonjour, je voudrais le crédit.BNP Paribas. Si j'envoie cette question dans le groupe à 200 000 personnes, on a à peu près 50 mails dans la seconde. D'accord ? Donc on légifère ça. Je ne vous dévoile pas ma stratégie, mais on a une stratégie, en revanche, qui s'inscrit où on rend facilement disponible le BNP Paribas et aux conditions de gouvernance, comme tous les autres noms de domaine possibles, les extensions dans notre groupe. Moi, en gros, j'ai une plateforme pour le monde entier BNP Paribas où les gens viennent faire leurs demandes, qui veulent un .fr, un .com, un .BNP Paribas. Il faut le rendre facile une fois que vous l'avez, ça c'est sûr. Sinon, personne ne va l'adopter. Il faut le rendre absolument comme n'importe quoi et le valoriser comme une bonne extension. Nous, on le vend d'abord. Mais dans mon groupe, on a un bon exemple, je ne peux pas mettre tout le monde sur le .BNP Paribas. Je vais te prendre un tout petit exemple. J'essaye de rendre sympathique l'interview, mais vous voyez cet LM avec le bonhomme vert à la télé? Ok, non, ce n'était pas moi, ce n'est pas le même vert, ce costume, d'accord, mais on aurait pu croire. Cet LM, ça fait 18 ans que c'est une entreprise qui n'existe plus. Et là, vous allez me dire, c'est pas possible, etc. Non, c'est une marque commerciale tellement forte qui appartient à BNP Paribas Personal Finance. Si vous avez les contrats 7LM, vous verrez avec qui vous signez, c'est avec BNPPF en gros. C'est une marque tellement forte qu'elle communique sur elle toute seule. Et on ne la vendra pas, 7LM.BNP Paribas, ce n'est pas le but du métier stratégique. Donc on a des .fr, des .com pour 7LM. Donc vous voyez, je donne un exemple de comment sont présentées nos marques. C'est ça qui fait l'importance de votre produit. C'est ça qui fait si vous allez communiquer dedans, sur votre TLD ou non. Forcément, on a beaucoup d'activités, donc on est largement rentable sur le BNP Paribas. Pour le faire adopter, c'est pareil. Je vais vraiment vulgariser très vite. On a tous eu le .com parce qu'on nous a matraqué avec ça, en fait. En 97, je vous dis tout de suite, il n'était pas dit qu'on aille naturellement sur un .com. On allait sur un .net, sur un .fr, et puis il y avait même des .us qui sont vite retombés en popularité. Mais au début, il y avait du .us pour le... Voilà. Et le site commercial est devenu la norme. On nous a matraqué. Je pense qu'à force de se matraquer aussi avec nos points marques, ça va finir par passer, parce que les usages, ils évoluent. Et pour matraquer positivement ce truc-là, on a fait un choix BNP Paribas, parce qu'on fonctionne bien, c'est vrai, on est assez reconnu là-dedans, et c'est le fruit de toute l'équipe BNP Paribas. Moi, je suis qu'une petite partie finalement. On a pris notre plus grosse application, où il y avait des millions de clients, la banque domestique, tout simplement. Vous savez que vous avez la banque de la Poste, dès que vous avez votre banque, vous avez votre site web, et on a développé le premier site là-dessus. Était-ce un challenge super osé? Bien sûr que oui. Mais par contre, ça a fonctionné. En 6 mois sur les moteurs de recherche, c'est très simple, on avait BNP Paribas Net avant, et avant d'être BNP Paribas, on avait le fameux BNP Net, et avant, on avait le Minitel. Voilà, donc c'est pour vous dire notre service en ligne. En 6 mois, on a retourné la courbe complètement des hits, des résultats, et tout ça. Et bien sûr, on a fait des redirections, on a apporté les produits, on a fait un nouveau site web. Le métier de la banque de détail, au début, avait peur. On a réussi à les convaincre. Parce que dans un TLD, c'est ça. Si vous n'arrivez pas à convaincre à l'intérieur de votre entreprise, vous n'arriverez pas à convaincre l'extérieur. Sachant que c'est plus dur de communiquer à l'intérieur d'une boîte qu'à l'extérieur, je mets au défi tout le monde qui a une boîte de 200 000 personnes, avec 50-60 pays, de faire connaître un projet qui est fédérateur. C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de chômage technique sur ce secteur. Et voilà. Donc, les atouts qu'on a de tout ça, c'est une souveraineté qui est à quel niveau? Tout le monde parle de souveraineté, on est d'accord. Je ne veux pas mettre mes données dans le cloud chez Google ou Microsoft, mais en fait, tout le monde les met quand même. Il y a une souveraineté de la donnée. Il y a une souveraineté sur nos territoires numériques, bien évidemment. Pour reprendre, je ne sais plus quel philosophe, j'aime bien parce que quand on dit une phrase comme ça, c'est toujours juste, mais c'est vrai, tout est question de territoire, et on le veuille ou non. Donc le .fr est génial, et le .com aussi. Mais comme disait Frédéric, c'est toi qui m'as appris ça il y a très longtemps, on loue une maison. En fait, on n'a pas notre maison, c'est exactement ça. Maintenant, il y a une maison BNP Paribas, elle m'appartient, je peux vous garantir, elle m'appartient, et je crée le nombre de pièces que je veux à l'intérieur. Il faut le voir comme ça. Sur cette souveraineté, ça nous permet d'avoir notre DNS de bout en bout. Là, je vais rentrer sur un sujet de geek un petit peu, mais ce sujet de DNS de bout en bout jusqu'à votre racine, bien sûr, on a fait des développements particuliers que je ne vais pas vous dévoiler, mais
ça vous permet de voir autre chose. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire quand vous avez une racine. Et selon votre business model, vous pouvez vous en servir à très fort escient. On a une sécurité, mais elle est aussi opérationnelle, elle n'est pas que technique. Parce que vous réduisez, quand vous avez votre propre TLD, le nombre de man in the middle dans le dépôt d'un nom de domaine. Voilà, c'est très simple. Je vais vous prendre un exemple. C'était 2014, si je ne dis pas de bêtises. 2014, Twitter et New York Times, le .com, se sont fait prendre par la SEA, l'armée électronique syrienne, qui sont des hackers très bon niveau. Et je vous rappelle qu'ils n'ont jamais cassé aucun... Ils n'ont rien cassé, en fait. Ils sont allés prendre le poste d'un registrar qui, lui, avait les droits d'écrire pour changer les NS. Ils n'ont cassé strictement rien. Ils sont passés. Quand vous avez un point brand, vous avez une politique à pouvoir déposer vos noms qui est très, très verrouillable par rapport à un registre qui serait ouvert à plein de registrars. Et effectivement, on évite ces étapes-là. Et à l'heure de la sécurité, des gens me disent « Oui, mais ça évite pas le piratage d'un point brand ». J'ai envie de leur dire, attendez, on a des data leak protection, des antivirus. Ça fait 30 ans qu'on a tout. D'accord, on installe tout dans nos boîtes et on met des millions là-dessus. Et on n'est toujours pas protégé contre 100% des menaces. On est tous bien d'accord. On a toujours des processus, vous ne mettez pas de clé USB sur les postes. On a des bases antivirus, on a des McAfee communautaires et consorts. Je ne fais pas de pub, ça peut être n'importe qui. On a des règles de proxy, on a tout ce que vous voulez. On a des MAC adresses bloquées hardware et dans des BIOS. Et en fait, on a toujours des trous de sécurité. Donc oui, le point brand ne va pas vous effacer l'insécurité mondiale. Mais il y contribue comme un nouveau jeton, j'en suis convaincu, à bien des égards. Et pour moi, maintenant, qu'on l'a, le BNP Paribas, on ne peut plus revenir en arrière. Ça, par contre, je vous le garantis. Et sur les coûts, c'est très simple. J'avais parlé avec des professionnels. On était avec Arnaud, d'ailleurs, je crois, à l'époque. Un spot de pub au prime time, 30 secondes sur une semaine, 3 fois par jour. Est-ce que vous savez combien ça coûte en dehors des frais de production? Je parle juste de le diffuser. C'est une action marketing. S'il y a des gens marketing dans la salle, je n'ai pas dit de réduire votre budget encore. Je n'ai pas dit ça, mais je dis combien ça coûte. Okay, c'est entre 150 et 500 000. Bon, voilà, j'ai payé le TLD sur 3 ans. Voilà, c'est très simple. Et là, on a juste parlé de l'onglet com. Le TLD, comme je dis, on peut faire autre chose. C'est très simple. Donc, le coût, en fait, au lieu, je n'ai pas dit de baisser, mais tous nos coûts augmentent. Au lieu de monter la com de 4%, on la montera de 3,5% cette année. Au lieu de monter l'IT de 5%, on la montera de 4,5%. Et en fait, on fait un TLD, je pense. Et ça va desservir tout le monde. Ce qu'Alexandre disait, c'est vrai. En fait, ce qui est compliqué, mais ce qui est génial, c'est un tenant multi-partenaire. Ça l'a toujours été. J'ai plein d'exemples. Je fais des fois des présentations pour ça. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Des types d'exploitation qu'on a pu faire. Et moi, au début, je vous rappelle, je croyais au .com et puis c'est tout. Je ne voyais pas pourquoi on faisait un .BNP Paribas. Et tout est possible sur un .com, mais pas de la même façon. Et on fait des applications communautaires. On a notre monde BNP Paribas, pour reprendre ce qui a été dit pour la Fox et tout ça. On a une communauté BNP Paribas réservée à nos employés. C'est mondial dans tous nos pays. C'est sur un point BNP Paribas. Il faut le faire, ça a du sens que sur le point BNP Paribas. On fait des échanges linguistiques, du Airbnb interne, des petites annonces de l'occasion, des cours de langue. Je peux aller au Mexique chez un BNP Paribas, lui louer sa maison. Et là, il y a un instrument qui est évident, c'est la confiance. Vous êtes chez des BNP Paribas. Donc il faut que ça aille jusqu'au bout et qu'on le crée sur un TLD BNP Paribas. Ça existe nulle part ailleurs dans le monde. Ça s'appelle ourcommunity.bnp Paribas, par exemple. On a notre propre fiche d'histoire. Ça, c'est les usages aussi, que je vais bientôt finir. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Nous, on a fait notre propre Wikipédia. Parce que Wikipédia, c'est bien beau. Et bien évidemment, je trouve que c'est une formidable intention, l'encyclopédie, où tout le monde est libre, tout le monde écrit. C'est génial. Et dans les faits, on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs. Pour tous ceux qui ont déjà eu des sujets à faire à ça, et il n'y a pas que Wikipédia, nous, on a notre histoire.bnp Paribas qu'on décline en toutes les langues qu'on veut, dont on a besoin, avec aucun risque de cybersquatting, puisque personne n'enregistre des .bnp Paribas. Si demain, je traduis mon nom de domaine en la langue que je veux, je n'ai pas besoin de le traduire en 60 langues pour me prévenir des cybersquatting. Et on a la vraie golden source de notre histoire, BNP Paribas. On a un invest.bnp Paribas qui sont nos chiffres, avec notre part d'action en temps réel, les chiffres de la direction et le rapport annuel. Et ça vous sert de template ultime comme golden source quand vous voulez aller voir quelqu'un. On a des tas de projets qu'on a pu développer comme ça. On a la banque en ligne. On a aussi nos sites institutionnels. On a des sites de recommandations réglementaires. Et en fait, c'est mieux de le voir visuellement parce que c'est plus tangible quand je fais cette présentation. En général, je prends 15 sites web.
mais vous avez des choses qui sont du domaine forcément de la confiance. On avait à un moment, vous tapez agence.BNP Paribas n'importe où, hein, en Europe, dans le monde, sur une tablette ou quelque chose, vous atterrissez sur une map géolocalisée et l'agence la plus proche de chez vous. Bah forcément, quand vous faites ça, c'est tout à fait possible sur un point net, sur un nom de domaine, mais en fait, quand vous le faites chez BNP Paribas, vous êtes en confiance avec BNP Paribas quand vous allez chercher votre propre agence ou de l'argent, enfin voilà. Donc ce que je voulais vous dire, les usages, ils sont multiples, il ne faut jamais s'arrêter, et il faut absolument qu'un conseil, sur le long terme, crée des usages, d'accord ? Cherche des idées. Mais ne vous arrêtez jamais au fait, j'ai mes noms de domaine, c'est bien plus ample que ça, et nous, on en est très fiers. On va prendre une question. On va faire... Et donc, c'est hyper intéressant ce que tu évoques. Désolé d'être trop long. Histoire.BNP Paribas. On l'a aussi en history.BNP Paribas où tu as du contenu en anglais. Donc, c'est aussi un outil qui permet le point marque de pouvoir adapter dans toutes les langues. Bertrand, j'ai une question pour toi. La banque est un domaine qui est régulé, réglementé. Comment est-ce que l'utilisation d'un .brand, en l'occurrence le point BNP Paribas, a été d'un côté perçue par les autorités de tutelle et de régulation, et comment est-ce que vous vous en êtes servi vis-à-vis de ces mêmes autorités pour montrer les efforts que vous avez effectués sur ces sujets-là? Alors c'est très intéressant et je vais te répondre, mais pas sur les régulations, parce que là-dessus, étonnamment non, on est assez libre. Bien sûr qu'on a des API et des choses réglementaires sur notre point BNP Paribas et qu'on communique ça aux organes réglementaires intéressés pour venir prendre de la data, des choses, enfin tout ce dont tu parles. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas dans la réglementation, mais on a appris récemment, moi-même, que BNP Paribas a une note sur le télécom mondial, d'accord ? On a une note sur nos efforts de l'Internet, de sécurité, tout ça, qui doit être issue de quelques organismes de régulation malgré tout. C'est un calcul complexe et j'en ignore complètement le détail. Sur la partie Internet, a été pris en compte notre TLD, notre note est plus haute. Voilà. Donc ça, oui, je sais, que ce soit réglementaire ou non, quand vous avez une note télécom, télécom c'est très vague, hein, encore une fois, j'insiste, ça a été pris en compte. La note est très bonne et ça a été pris en compte. C'est dans ce sens-là que je dois le dire. Donc forcément, mais on est un acteur où c'est pareil. Vous savez, on est une société, je ne sais plus, dans le secteur de la banque, sans avoir notre nom, on n'a pas le droit de déposer le bilan parce qu'on est en fait dans le jeu de cartes mondial. Donc en fait, on est repris si on tombe et on a des choses. Donc peut-être que c'est à ce titre-là. Mais en tout cas, la note est bonne. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux en Europe, pour tout vous dire, sur ce. Et le TLD et l'usage de l'Internet a été pris en compte dedans. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc oui, ça dépend de son business. Hein. Quelqu'un qui, je ne sais pas, vend des céréales sur le bas de la rue va peut-être pas acheter son point brand, ça ne lui servira à rien par rapport à son business et il n'aura pas une meilleure note en télécom. Mais ça dépend toujours de ce que vous faites, quoi, ce que vous avez à valoriser, je pense. Tu as donné beaucoup d'exemples. Je peux rappeler que notre intervention du mois dernier, que vous pouvez retrouver, où justement Bertrand détaille beaucoup d'exemples, enfin la quinzaine d'exemples dont tu as parlé, elle est encore disponible en ligne sur Webikio, la plateforme Webikio. Voilà, vous tapez BNP Paribas, extension Internet, et vous retrouvez l'intervention de Bertrand. Peut-être juste là sur le SEO, parce qu'il y a un volet que j'avais marqué aussi. On a fait, je fais beaucoup de séminaires comme celui-ci très intéressants. Je participe en tant que spectateur. J'ai vu des choses, ça c'est pour vous indiquer. Google a lui-même donc des points marques bien évidemment. Et Google a annoncé récemment que son but était toujours celui de 99 quand ils ont fait leur dernière gouvernance, c'est-à-dire donner le résultat le plus précis qu'il peut dans l'ordre d'une... Voilà. Et qu'il se cantonnait à cette philosophie. Google a reconnu, parce que personne n'a son algorithme, on peut regarder que la pratique et pas la théorie donc, qu'effectivement un point brand, ça identifie mieux des besoins de marque. Alors encore une fois, un générique TLD sur un point pizza ou un point com pour par exemple une marque de pizza, je ne sais pas qu'est-ce qui remontera avant. Ça doit être la cohérence et l'ancienneté du nom de domaine et des choses comme ça qui sont prises en compte. Mais si vous tapez sur du BNP Paribas, je vous invite à le faire ici, BNP Paribas, espace banque, espace client, BNP Paribas tout court, testez sur vos téléphones, Yahoo, etc. et tout, soit 8 résultats sur 10, 9 sur 10 ou 10 sur 10, on est sur la première page. Ça dépend de votre SEO que vous mettez dedans. Donc oui, forcément, je vous invite à chercher. C'est la pratique. Moi, je ne connais pas la théorie des moteurs de recherche. La pratique, ça fonctionne. Et le dernier point de juste, je finis sur LLM.
Les LLM, en fait, c'est une grande différence. J'avais fait un point là-dessus dernièrement aussi. Quelqu'un de chez Orange qui nous a décrit ça très bien. Et en fait, un moteur de recherche, vous allez chercher, un LLM, vous allez trouver. Il y a une seule phrase, 2 mots condensés, et vous vous tenez à ça. C'est les dangers de l'IA. On doit lui faire confiance, d'accord ? On n'a pas plein de pages de recherche où on décortique chacun, comme on dit, à l'ancienne. Je ne dis pas que c'est mauvais. Les LLM testés sur des points brand par ces gens-là, qu'ils étaient intervenus, remontent toujours des liens en point brand. Donc, en gros, que vous ayez dans l'avenir de l'IA, ça remonte du brand, parce que c'est jugé de confiance. Et sur vos moteurs de recherche, je pense que tout le monde va imiter Google, même Yahoo le fait. Nos points brand remontent, et tout ça dépend de quoi ? De contenu, de votre SEO, bien sûr. Je me permets de demander à Benjamin si on veut savoir l'impact des TLD. Il y avait un concours que tu faisais régulièrement sur le point Alsace. Alors, on l'a fait 2 fois. C'était en 2016 et 17 ou 16 et 18, un truc comme ça, de mémoire. Donc, effectivement, pour des extensions ouvertes aussi, la partie SEO était importante. C'était un vrai sujet. Pour une extension géographique, il y avait des espèces d'espoir. Parce qu'effectivement, on candidatait à une époque où Google évoluait beaucoup et où, c'est ce que disait Bertrand, il y avait une hyper géolocalisation de tes résultats. Voilà. Si tu es ici dans la banque et que tu fais une requête restaurant, bon, bah, ça va te sortir le resto qui est là derrière, celui qui est là-bas au bout, mais ça ne va pas sortir celui qui est en centre-ville. Voilà. Ou alors tu élargis ta requête. Pareil, si tu es à Bordeaux, tu n'auras pas des résultats sur des restos de Strasbourg. À moins localisé. Donc on avait beaucoup d'espoir en disant ouais, notre extension géographique va pouvoir donner du grain à moudre à Google. Voilà. Et donc on a fait des essais. Alors le résultat finalement il était intéressant, c'est que le résultat ne faisait que confirmer les dires de Google. Donc ils avaient communiqué sur le sujet quelques mois avant et ils avaient dit toutes les nouvelles extensions de 2012, toutes confondues, géographiques, génériques, brand, etc., seront considérées dans Google comme le .com. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, on va sanctionner personne. Donc, mais entre ce que dit Google et la réalité de son algo, il y a toujours des petites nuances. Donc effectivement, le premier test, et en fait le premier concours et le premier rapport qui a été rédigé suite au concours par Olivier Andrieux, ça montrait ça. Et ensuite, entre les 2 concours, Google a communiqué, a dit bon, il y a certains TLD, notamment les géographiques, on va peut-être commencer à interpréter. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, la chaîne de caractères, le string, on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Parce qu'avant, .Paris, ça n'avait aucune signification pour Google. Et donc, on a essayé de comprendre ce que c'était. Et donc, de facto, savoir que .Alsace, ça correspond à la zone Alsace. Voilà. Et là, en fait, on a vu une petite évolution dans les résultats du 2e concours, où on n'avait pas forcément des points Alsace qui poussaient parce que sur les requêtes qu'on faisait à partir d'Alsace, parce qu'on a fait un système de requêtage dans le monde entier avec des adresses IP de partout, avec des versions de Google dans différentes langues, dans différents domaines, google.com, google.fr. Ça a été vraiment un gros travail de recherche. Et sur la 2e session du rapport, effectivement, on avait des éléments comme quoi, quand on intégrait le mot Alsace au mot-clé en question, bon, il y avait un petit peu plus de résultats de ces sites en .Alsace qui avaient participé au concours qu'en temps normal. Donc c'était assez intéressant. Et je pense que tu l'as vérifié. Hein, Alors il y a des extraits comme ça. J'ai eu beaucoup de discussions il y a pas mal d'années avec un des directeurs de la communication du Conseil de l'Europe, donc ici à Strasbourg, et qui m'expliquait, qui avait fait longtemps du SEO, et qui m'expliquait qu'eux avaient accès au point INT, qui est relativement rare. Il y a des conditions très fermées pour avoir un point INT. Eux y avaient accès. Et qu'à partir du moment où ils déposaient un domaine en point INT qui commence à publier des contenus, le résultat en SEO était spectaculaire. Donc effectivement, Google va traiter ces extensions avec plus ou moins... Enfin voilà, il y a existé des sanctions il y a quelques années, je crois que c'était le point Biz, qui s'était fait un peu secouer suite à la génération de contenu de trop mauvaise qualité. Alors, ce que tu dis, je complète juste quelque chose sur donc. Je pense que hélas, c'est un avis un peu philosophique, mais toutes les philosophies de toute façon aujourd'hui, Google, Yahoo, etc. Vous avez vu, en fait, ils vous donnent des résultats de contenu, ce qui est très juste. Enfin, pourquoi pas ? Et en fait, c'est pour ça que le SEO est à 90% sur des contenus. Je l'ai toujours dit aussi. Le domaine joue très peu. En fait, on n'a pas de moteur de recherche de nom de domaine. On n'en a jamais eu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, on ne peut pas vraiment battre. Enfin,
prendre le pilier du nom de domaine comme une aptitude pour les SEO, mais malgré tout, il commence à rentrer un peu. Je voudrais faire la transition de ce que tu disais, ce qu'on disait là. Il y a des gens qui me disent, parce que je ne peux pas vous dire qui, parce que voilà, c'est un peu délicat, mais ça fait 12 mois qu'une à 2 fois par mois, on est contacté pour une entreprise française ou autre, américaine, qui nous dit, voilà, on peut vous voir 1 heure, ça marche bien, votre point BNP Paribas, on a 2-3 questions. Et on leur répond que sur ce qu'on peut répondre de manière publique avec mon collègue de la com, bien évidemment. Tous, strictement tous, ils ont une question. Oui, mais ça coûte combien de migrer, etc. Alors moi, je leur dis, en fait, techniquement, dans un TLD, ça vous coûte à peu près 0. Ils m'ont dit, pourquoi ? Parce que quand vous avez monproduit.com qui passe vers monappli.com, le coût de migration, c'est exactement le même que monappli.bnp Paribas. C'est bien le code source que vous déplacez, l'adresse IP, etc. Donc en fait, c'est une migration, ça coûte une migration, qu'elle soit en .brand ou qu'elle soit en .com. C'est ça que je veux dire. Ça ne change strictement rien. Et comme on vient de voir pour un SEO, bientôt, nativement, enfin je l'espère, d'une façon ou d'une autre, votre .brand, s'il est bien fait, en fait, il sera simplement pris en compte et au pire du cas, il ne sera pas boudé par un moteur de recherche. C'est ça qu'on dit. Il ne sera pas plus boudé qu'un autre. Auquel cas, l'extension ne servira à rien. Donc, ce serait pareil pour .com. Et du coup, ça ne coûte pas grand-chose. En fait, quand vous l'avez, vous vous en servez comme nouvelle URL, etc., sur d'autres DNS. Enfin, la migration est... Donc ça, je voulais insister parce que c'est beaucoup une question. Et même chez nos confrères aux États-Unis, qui ont pourtant des grosses usines à faire tourner, ils nous disent, mais en fait, ça coûte combien migrer Non, vous ne voyez pas le pan, ça ne coûte rien de migrer. Enfin, voilà. Donc c'est important, c'est pour vous rassurer, il y a de l'organisation. Benjamin, Arnaud, Frédéric l'ont expliqué, il y a des dossiers, il faut s'y mettre, il faut monter un back-end d'après sur le net, mais une fois que c'est fait, ça ne vous coûte que l'entretien bien sûr, du nom de domaine, on pourra en parler avec vous si vous voulez plus tard ou à l'extérieur, mais en fait, ça ne coûte plus rien. Voilà, c'est le prix strictement d'un .com. On va dépasser le temps, c'est pas grave. Tant qu'on nous vire pas de la salle, on peut en parler encore très longtemps. Non, c'est fini, je vous rassure. Je voulais quand même conclure sur le sujet et laisser conclure. Et on va reprendre une question après. Voilà. Mais juste du coup, pour conclure, je vais donner la main à Bertrand aussi pour conclure. Juste sur le point brand. Sur le point brand. Et ensuite, je vous demanderai du coup ce qu'apportera selon vous cette prochaine ouverture. Et Bertrand, du coup, pour résumer aussi tes propos côté usage. Côté usage et côté philosophique, comme d'habitude. Alors, j'ai une notion. Moi, ce que je dis d'habitude, c'est que l'Internet, le point brand, ça va servir pour votre marque, vos clients. D'accord ? On peut dérouler doucement. Ça fait une animation, Cédric. C'est assez sympa derrière moi. C'est magnifique. Ouais. En fait, ça n'est pas que pour des applis business ou à se dire c'est de la sécurité. C'est votre encre dans l'Internet. C'est votre nouveau territoire. Vous pouvez faire votre nouveau LAN dessus avec des IPv6 qui sont transversales et sur l'intérieur et l'extérieur. Enfin, vous pouvez faire tout ça. C'est votre monde digital et vous ouvrez autant de pièces que vous voulez dedans. Et justement, à cette effigie, je vous propose un nouveau challenge, n'est-ce pas ? Ne subissez plus uniquement, n'utilisez plus que l'Internet, construisez-le. Parce qu'une fois que vous avez votre point brand, vous êtes acteur, ne l'oubliez pas, de l'Internet. Et plus qu'on sera des confrères, moi je suis pour que toutes les entreprises en France et partout dans le monde l'aient, c'est la seule manière de faire de l'ombre au cybersquatting qui existera toujours. Voilà, on pourra en parler plus tard, mais je voulais vous donner cette réflexion philosophique, c'est comme ça qu'on le voit et qu'on s'en sert à BNP Paribas, et pour le moment, on en est très content. Ouais. On va conclure. La prochaine table ronde, ce sera impact de l'IA sur les métiers du web. Donc restez dans la salle si vous voulez y assister. Et très rapidement, du coup, pour conclure, cette prochaine ouverture, selon vous, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Pour conclure rapidement, on parlait de dernière opportunité. C'était un peu le titre. Alors, dernière opportunité, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire dépêchez-vous parce que le tic-tac, ça tourne. Et effectivement, la deadline des deadlines, c'est le 12 août, c'est la fin de la session. Donc oui, effectivement, c'est maintenant qu'il faut vraiment y aller et prendre des décisions parce qu'il y a un temps incompressible pour monter le dossier. Voilà, on va dire 8 semaines parce que c'est important. Il faut savoir qui candidate, même à l'intérieur d'une très grande entreprise. Quelle est la structure qui va porter la candidature. Donc il y a quand même beaucoup de travaux à mener en interne. Et ensuite, dernière opportunité, sous le What's Next, après cette session-là. Je n'étais pas à Mumbai, je ne sais pas s'il y a eu des discussions sur le sujet. Mais concrètement, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que si vous ratez la session de 2026,
vous êtes susceptible d'attendre encore de nouveau 14 ans. Voilà. Ça pourrait être plus rapide. C'est vrai que la session, et tu l'as bien écrit, est mieux organisée, plus claire, plus lisible, plus limpide, donc potentiellement duplicable plus facilement par l'ICANN. Parce qu'entre 2012 et aujourd'hui, il n'y a pas juste eu des meetings pour se taper sur l'épaule et rigoler. Il y a eu un travail d'analyse qui a été phénoménal du round de 2012. Donc oui, ça pourrait revenir. Mais aujourd'hui, très concrètement, personne ici, je pense, dans la salle est capable de vous donner une date. On est vraiment dans le brouillard sur la suite. Donc oui, l'opportunité de 2026, elle est lourde. Clairement. Je pense qu'avec une conclusion comme ça, on a un peu tout dit. Mais il y a juste une chose, parce qu'on a beaucoup parlé de points marques. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi la possibilité de candidater pour des extensions géographiques, des extensions communautaires ou des extensions juste ouvertes parce que vous avez un super projet. Hein, ça, ce sont aussi des choses qui existent. Et ben, c'est pareil, il faut se dépêcher, tic-tac, tic-tac. Et ça se verra après, normalement, dans le SEO. Voilà, je ne prends pas trop de temps pour... Non, moi non plus, juste en fait un mot, dépêchez-vous et saisissez l'opportunité. Voilà. Excellent. Parce que les candidatures qui arriveront le 30 juillet, elles vont être beaucoup plus chères. Hein. Il y a plein de personnes qui ont levé la main, mais on va prendre une dernière question parce qu'on est déjà en dépassement du temps. Sébastien, c'est ça? C'était pas une question, mais c'était pour rajouter au problème de délai. Quand est-ce qu'il y aura une prochaine ronde? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il faut savoir qu'au bout d'un an, il y a une revue qui doit être faite. Et donc, cette revue, elle va prendre 18 mois. Et donc, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de prochaine ouverture dans les 3 ans qui viennent. Ouais, merci Sébastien. Et moi, quand ils ont commencé la revue après le premier tour, j'ai voulu participer au groupe de travail parce que ça me passionnait. Je me disais, c'est génial ce projet, il faut qu'on l'améliore. Ça a duré 10 ans. J'ai arrêté au bout d'un moment. Ça tombe bien pour finir que Sébastien ait parlé, puisque moi, ça n'engage que moi. Si on a un gros succès dans le point BNP Paribas, c'est que la toute première lueur d'impulsion, je pense, venait de lui. Donc je voudrais lui dire, il y a quelques années, quand j'étais encore un bébé, et il saura pourquoi. Voilà. Et merci à tous nos intervenants. On peut les applaudir aussi.